ça va produire des apprentissages et du développement. Peut-être qu'il faut se poser la question aujourd'hui, quel est le type de travail? Quel est son potentiel de richesse professionnelle? C'est-à-dire, est-ce qu'il est suffisamment riche pour introduire et engager et aider quelqu'un à développer des compétences, des capacités qui soient elles aussi riches? Il faut bien avouer que dans un certain nombre de cas, c'est peut-être pas la peine de passer du temps à analyser le travail. Si ce travail est pauvre, si le niveau de performance attendu est limité, si le niveau de compétence attendu est limité, si il est difficile, quand les personnes reviennent de formation, de pouvoir exprimer ce qu'on a appris, ce qui est quand même un cas encore assez courant de nos jours. Alors, je ne vais pas entrer dans le détail de comment on pourrait travailler là-dessus. J'ai souvent donné un exemple à propos de performance là-dessus, en citant le chauffeur routier. En disant, au fond, un chauffeur routier, on peut lui demander de se déplacer d'un endroit ou un autre, ou on peut commencer à déplacer d'un endroit ou un autre en conduisant son camion. On suppose qu'il sache conduire le camion et qu'il sache se déplacer d'un endroit à un autre, qui aujourd'hui est pris en charge par la machine, ou à peu près, ce qui n'est pas le cas il y a 10 ou 15 ans. On peut lui apprendre à conduire son camion conduire son camion de manière économique. Vous savez, il y a les conduites économiques, ça existe, c'est dans la formation, et le niveau de performance ne va pas être le même parce qu'il va consommer moins de carburant, ce qui peut être intéressant pour la planète, comme on dit aujourd'hui. Pas grand-chose, mais ça coûte toujours. Et puis, généralement, les gens qui sont formés à la conduite économique, ils ont moins d'accidents et ils sont moins stressés et moins en mauvaise santé à l'arrivée. Ça a été bien montré. Ils mettent éventuellement 4 minutes de plus pour le parcours, mais ils sont beaucoup plus détendus, et ils ont moins d'accidents, ils prennent moins de risques, et les risques pour les autres non plus. On peut se poser la question également de savoir si le chauffeur routier, il transporte ce qu'il transporte sans s'en préoccuper, donc à l'arrivée il y a les 3/4 de trucs qui sont abîmés, ou s'il a transporté son plateau en sachant ce qu'il transportait et en prenant éventuellement attention à ce qu'il transportait, en sachant que les conditions du travail l'autorisent à aller moins vite pour maintenir en bon état ce qu'il transporte. Donc je vais pas plus loin parce que j'en avais toute une gamme comme ça rien qu'avec le chauffeur routier, mais c'est très intéressant pour quelqu'un qui rencontre un employeur. Et il vous dit, formez-moi des chauffeurs routiers. Il dit, oui, mais lequel vous voulez? Et selon celui que vous voulez, simplement avec les performances attendues, c'est pas les mêmes compétences. C'est pas les mêmes compétences, c'est pas les mêmes durées d'apprentissage, c'est pas les mêmes conditions d'apprentissage, donc c'est pas le même prix. Comment on fait? Il me semble que ces questions-là, ça relève de l'analyse du travail. Ça relève bien de l'analyse du travail parce que ça nous responsabilise vis-à-vis des conditions sociales en tant qu'analyste du travail, en tant que didacticien professionnel, en tant que formateur pour aller vite. Mais ça nous amène à poser des questions qui nous évitent de nous trouver dans des situations extrêmement inconfortables. Dans d'autres cas, quand on n'a pas fait attention à l'analyse du travail, on finit parfois par s'apercevoir trop tard qu'au fond, on a proposé et on a constitué des formations qui soit sont trop ambitieuses vis-à-vis finalement de ce que les gens pourront réellement réaliser, soit sont très peu ambitieuses alors que la réalité du travail aurait exigé bien davantage de capacités et de compétences. On voit que l'analyse du travail en didactique professionnelle, avec ce que je raconte, s'élargit à des dimensions sociales que Henri Boudreau, pour revenir à lui, a toujours mis en avant et a toujours souligné comme extrêmement importante et entièrement intégrée à la question de la didactique professionnelle. Alors, je voudrais terminer en donnant un petit exemple, en parlant d'un exemple qui met en question ces différents problèmes. L'année dernière, j'ai eu la chance de faire une recherche participative avec l'organisme qui s'occupe de l'automobile en France, avec une question qui est une question très intéressante et qui portait sur le métier de carrossier. Alors, ce que je voudrais mettre en évidence, c'est à la fois les contradictions et les complexités d'aborder des questions de cette nature
et comment on peut éventuellement s'en tirer en raisonnant quelques éléments principaux. Alors, en carrossier, en France, c'est un métier dévalorisé. Les élèves qui entrent en bac pro ou en apprentissage pour la carrosserie, vraiment, c'est ceux qui n'ont pas réussi ailleurs. Hein. En tous les cas, c'est la réputation qui est faite. Et puis, en même temps, curieusement, vous avez des entreprises de carrosserie, on croirait qu'ils sont des clubs de football, parce qu'ils cherchent des carrossiers compétents, expérimentés, et ils se les rachètent les uns aux autres. Il n'y en a pas assez, ça n'a pas été anticipé du tout, et en fait, les carrossiers sont pas mal payés, hein, ils peuvent, s'il y en a un qui a marre de son patron, il s'en va, il va être embauché le lendemain, hein, à condition qu'il soit expérimenté et compétent, hein, j'y reviendrai tout à l'heure. Donc, on a quelque chose déjà une sorte de truc compliqué, pas très compréhensible. Et puis, on a des élèves qui sortent de bac pro qui sont pas embauchés parce que la profession pense que, de toute façon, un carrossier, il faut un carrossier expérimenté, sinon on peut pas l'embaucher. Évidemment, là, on a une jolie contradiction comme d'habitude. On a besoin de carrossiers expérimentés. On n'embauche que des expérimentés, donc les autres n'ont pas la possibilité de faire une expérience, etc., etc. Donc, la question de la recherche, c'était c'est quoi un carrossier expérimenté et comment on peut former des carrossiers expérimentés. Alors, voilà encore un métier mal connu. Et c'est intéressant, ça c'est un vieux truc que j'ai toujours dit, qui a énervé Marc Durand d'innombrables fois, c'est de dire, arrête de nous dire que les métiers sont mal connus. Ben oui, mais j'y peux rien, j'en vois tout le temps qu'ils sont mal connus. Et métier mal connu que le carrossier, parce que il est à la fois très estimé par les patrons carrossiers et par les clients, quand il est exercé par des compétents, mais en même temps, on ne sait pas très bien de quoi c'est composé. Alors, c'est mal connu du point de vue des compétences et de l'apprentissage et du développement, de l'expérience du carrossier et de compétences du carrossier. Déjà, une des choses les plus frappantes dans l'étude de recherche qu'on a conduite, c'est qu'au fond, le carrossier, c'est pas un métier, c'est un métier qui regroupe tout un ensemble de métiers. Au sens, alors très limité que je vais énoncer, de métier, c'est qu'en fait, ça s'exerce sur tout un ensemble de domaines d'activité qui n'ont pas à voir les uns avec les autres. C'est-à-dire que si vous faites du montage, démontage de pièces, donc ça se fait beaucoup, hein, on monte, on démonte, on change, etc. C'est un domaine d'activité qui a sa logique, qui a ses compétences, ses savoirs, ses complexités, qui peut s'approprier relativement rapidement. Mais si vous faites de la soudure, qui reste essentielle dans le métier de carrossier, la soudure n'a rien à voir avec le montage-démontage. Quand vous apprenez le montage-démontage quand vous êtes jeune carrossier, vous ne progressez en rien en soudure. Vous ne progressez pas non plus en travail de la tôle. Vous ne progressez pas non plus en le faisant sur l'après, la préparation de peinture, etc. Masticage, après, etc. C'est-à-dire qu'en fait, vous avez des domaines d'activité, il y en a 5 ou 6, qui sont à la fois constitutifs d'un métier très riche et très élargi, mais qui sont, je dirais, des domaines d'activité différents, avec des phénomènes, des objets de travail qui sont différents, qui réagissent de manière différente, et qu'il faut apprendre à la fois parallèlement, je dis bien en mathématiques, hein, parallèlement, c'est-à-dire indépendamment des uns des autres, mais qu'il s'agit en même temps, pendant le processus de formation, d'arriver à combiner pour réaliser, in fine, des tâches de réparation et de mise en état des véhicules qui combinent les différents sous-domaines d'activité qui sont en jeu dans le travail. Alors, stupéfaction des professionnels et des gens qui travaillent dans le domaine qui n'avaient jamais pensé à ça. C'est-à-dire qu'en fait, une des choses qui explique notamment la longue durée de construction des compétences d'un carrossier expérimenté et compétent, c'est aussi le fait qu'il y a des domaines d'activité qui sont hétérogènes, même s'ils doivent se coordonner pour produire évidemment le travail attendu comme je l'ai dit. Alors voilà quelque chose d'assez intéressant parce que ça montre pour un métier particulier, un métier familier, il y a peut-être des gens qui connaissent très bien ça dans les salles, comment ce métier, le fait de conduire une recherche type didactique professionnelle pour s'intéresser à qu'est-ce qu'il caractérise, de quoi il est fait, et en particulier quelles influences les caractéristiques du métier ont sur ces modes d'apprentissage,
transforme l'idée que les professionnels du secteur, donc employeurs et autres, on transforme l'idée du métier et de ce qu'il faudrait faire pour former. Alors, quelque chose d'intéressant aussi par rapport à ce métier-là, c'est la place importante du corps. Beaucoup de gens s'y intéressent, hein, mais ce qui est intéressant de ce que je veux dire d'intéressant de cette chose-là, c'est que à la fois tout le monde sait que le corps est en jeu dans ce type de travail-là, et là on a vraiment une exacerbation importante des différentes composantes du travail physique qui sont mobilisées pour ce type de travail, avec une infinité de prises d'informations possibles, hein, et de sens qui sont mobilisés, hein, pas seulement les 5, hein, vous savez que c'est beaucoup plus compliqué que ça, hein, notamment toutes les questions de proprioception, interoception et autres qui sont mobilisées dans le travail, les fameuses coordinations des mains, du regard, du corps, des postures, etc., qui montrent aussi que le travail ne peut être que long à s'approprier et que le métier de carrossier ne peut être que long à s'approprier, surtout si en plus on vise à protéger les carrossiers des problèmes de santé qui ne manquent pas d'apparaître évidemment dans un métier qui reste un métier difficile. Et là, on voit aussi comment l'analyse didactique professionnelle est toujours incontestablement une analyse des conditions de santé, mais aussi des conditions sociales du travail, parce que dans l'étude menée, une carrosserie exceptionnelle où le patron n'arrivant pas à trouver de carrossier et constatant, après de longues années, que ces carrossiers partent trop tôt pour essayer de travailler un peu moins ou de changer de métier, c'est-à-dire à 45 ans, alors qu'il pourrait encore travailler pour lui une quinzaine d'années, organise son atelier en utilisant tout ce qui existe au monde possible pour favoriser le travail. Et on s'aperçoit là d'une carrosserie assez exceptionnelle où d'un seul coup, il n'y a plus de port de charge, il y a moins de risque, il n'y a pas besoin de se baisser, très peu souvent de se baisser, où il y a tout un ensemble d'aides au travail qui sont mobilisées pour finalement décharger du pénible et du travail, mais favoriser l'expression du métier qui reste un métier qui pour l'instant n'est pas automatisé, n'est pas automatisable, hein. C'est-à-dire on ne veut pas transposer les robots des entreprises de construction automobile dans les ateliers automobiles, hein. Pour l'instant c'est absolument impossible. Pour l'instant, c'est pas du tout imaginable à moins de 20, 30, 40 ans avec une progression importante de la robotique. Donc on a une part importante du corps, importance des enjeux de santé, importance des enjeux de santé pour maintenir les gens dans le travail, hein, et par obligation des employeurs, et aussi cette question du corps est particulièrement intéressante pour les plus jeunes, hein, et notamment l'intérêt qu'ils trouvent à l'exercice du travail du corps en carrosserie en tant que jeunes adultes, et de la satisfaction qu'ils trouvent à pouvoir réaliser le métier, pas seulement avec la tête, mais aussi avec le corps. Alors, je vous dis aussi, parce que on a conduit des observations importantes sur le moment d'apprentissage, hein, moment d'apprentissage professionnel, qui fait partie de l'analyse du travail en didactique professionnelle. L'analyse du travail, c'est pas seulement l'analyse du travail, hein. Pierre Pastré l'avait dit très tôt, c'est aussi l'analyse des conditions d'apprentissage, l'analyse des processus d'apprentissage. Et là, on a pu voir des différences importantes. Et des différences importantes qui tiennent à pas grand-chose. Là, je vais être très décevant, peut-être déjà depuis tout à l'heure, mais très décevant, c'est la question du formateur. On a eu l'occasion de trouver dans certains ateliers des jeunes, franchement, quand on les voit déjà, et puis quand on voit le quartier où ils sont, puis quand on voit leur parcours scolaire, on se dit ceux-là, ils doivent pas être faciles. Et puis, on a des jeunes qui sont en train de réaliser un petit exercice tout simple de carrosserie qui consiste à découper un petit carré de 10 sur 10, enfin, tout simple, pardon, je saurais pas du tout faire, qui consiste à découper un petit carré de 10 sur 10 dans un capot de voiture, et puis ensuite, ils vont devoir le remettre en place. Donc là, ils vont devoir mesurer, découper, poncer, enfin, etc., souder, préparer, etc. Et alors, ce qui m'a frappé, c'est l'intelligence du travail qu'ils avaient, pour y revenir. Alors, l'intelligence du travail, c'est quoi ? D'abord, dans un atelier avec des jeunes qui sont apparemment pas faciles, ils sont tous au travail, en activité. Deuxièmement, ils se parlent.
et ils se parlent du travail. Troisièmement, quand je leur demande ce qu'ils ont fait, ils sont capables de me dire l'état du résultat. Ça, c'est la première étape. Bon, j'ai fait ça. Deuxièmement, ils sont capables de dire si c'est bon ou pas bon. Ce qui est bon ou pas bon par rapport au modèle d'une tôle réparée, bien évidemment. Hein, le bon et pas bon, c'est pas un jugement de valeur, là, c'est un jugement technique sur les choses. Ils sont capables de faire une relation, comme dirait John Dewey ou John Brunner, entre les moyens et les fins. C'est-à-dire à dire que si là, il y a une erreur ou une dysfonction, alors c'est parce qu'à un moment donné, j'ai fait ça comme ça. Ou parce que je m'y suis pris de telle manière. Ou parce que mon bras était mal positionné, donc. Donc, la relation entre les fins et les moyens, pour John Dewey, mais pour John Brunner et d'autres, hein, c'est vraiment un des éléments fondamentaux de base de l'intelligence. C'est, même si ça paraît pas grand-chose, ça va pas de soi. Hein. Ensuite, ils sont capables de dire non seulement la mise en relation entre le résultat et l'action, mais également les phénomènes qui ont fait que cette action est ratée. Par exemple, là, avec le fer, avec l'appareil de soudure, la température était trop forte, donc ça brûlait. Ou là, au contraire, la température, ou là, je me suis tenu trop loin, donc ça a ceci. Ou avec ma scie. Ou quand j'ai mesuré, j'ai pas pensé que mon double décimètre, finalement, au début, il y avait un tout petit espace que j'ai oublié de compter, donc effectivement, j'ai coupé 13 au lieu de couper 10,3 au lieu de couper 10, enfin, etc. Donc, il y a une compréhension du pourquoi, du comment les choses sont faites et la description de phénomènes et la description d'objets qui ne sont pas des objets immédiatement disponibles. Ils sont capables d'avoir des perceptions de la planéité et ils vont vous parler de la planéité ou de la courbe ou de choses comme ça, c'est-à-dire de concepts et non pas seulement de sensations qu'ils sont capables de percevoir et qui ne seraient pas capables de raisonner. Et puis enfin, ils sont capables d'énoncer les corrections à apporter, c'est-à-dire de comment ils pourront obtenir la fois suivante un certain nombre de modifications et de changements de manière de faire pour aller au bout. Alors, je suis peut-être un peu long, mais à chaque fois que je rajoute une couche, c'est une couche de l'intelligence qui est mobilisée pour moi, une couche de la compréhension, de la conceptualisation, une couche de la connaissance qui a pu être construite pour. Alors, ça n'a de valeur que si on compare. C'est-à-dire si on compare avec d'autres formations professionnelles ou d'autres ateliers dans lesquels on en reste, comme disait, pour utiliser un terme qu'utilisait Pierre Pestré, à un registre extrêmement limité. C'est le registre du résultat, le registre de la procédure, j'ai fait comme ça. Mais le j'ai fait comme ça et ça a produit ça n'est pas nécessairement construit dans beaucoup de cas. C'est-à-dire que cette construction que j'ai essayé d'élaborer très vite pour vous depuis tout à l'heure, on s'aperçoit qu'on va le trouver de manière avec des échelles extrêmement différentes selon les cas dans lesquels on se trouve. Alors, ce qui est le plus intéressant pour nous, formateurs, et pour le projet et un petit peu le message sur lequel je terminerai, c'est le fait que on a beau chercher dans l'environnement, alors les environnements sont un peu différents, hein, ils sont plus ou moins bien équipés, les CFA, les écoles, tout ça. C'est une activité du formateur. Parce que quand on regarde les formateurs avec eux, les conditions de son action auprès d'eux agroupent nombre égal, origine des élèves ou des stagiaires à peu près identiques, on s'aperçoit que l'effet formateur reste considérable. Et ce formateur-là, qui, bien qu'il n'ait pas été formé réellement à la formation, mais qui a une assez forte expérience, a réussi à mettre en place des conditions d'apprentissage qui sont des conditions d'apprentissage et de développement particulièrement intéressants. Alors, je ne vais pas vous les citer là, hein, parce qu'on n'a pas trop le temps, je pense que maintenant j'en suis pas loin. Encore 5 minutes. Et que il me semble que le projet de la didactique professionnelle pour la suite, hein, c'est vraiment d'insister et d'analyser les conditions, à la fois les conditions sociales, comme je l'ai fait tout à l'heure, hein, les conditions d'évolution et de transformation des métiers, les conditions réelles, qu'est-ce qui caractérise le travail aujourd'hui. Ne nous trompons pas, certains on nous dit qu'ils sont pleins d'intelligence et de compétences alors qu'en réalité s'appauvrissent, d'autres c'est le contraire, d'autres on n'en sait trop rien, etc. Donc il y a un travail d'analyse considérable à faire, mais il me semble qu'il y a un travail d'analyse considérable à faire sur du micro-local. C'est-à-dire, au fond, comment ça se fait que pour un même métier, pour un même type de capacité en cours de développement, par exemple pour les carrossiers, là, on ait des différences si importantes entre
des élèves, des apprenants, alors que les conditions semblent les mêmes. Et le seul facteur explicatif, même si je suis loin d'avoir fait du quantitatif là-dessus, semble être l'organisation mise en place par les formateurs, et notamment par le formateur qui obtenait, je dirais, le meilleur degré de performance au regard de ce que je disais tout à l'heure. Alors, pour le dire quand même très rapidement, on a un formateur qui est extrêmement présent dans l'atelier, c'est-à-dire il est tout le temps là, contrairement à beaucoup qui ne sont pas là. Ce qui un enjeu du travail des formateurs, parce que c'est évidemment plus fatigant d'être là que pas là. C'est tout con, mais bon, il est là, il est présent. Il intervient en permanence, mais laisse beaucoup travailler les élèves entre eux. Donc on connaît tous les travaux qui montrent l'effet des feedbacks par les pairs, qui montrent l'intérêt du travail coopératif de petits groupes. Donc lui, ce qu'il va gérer, c'est le fait qu'ils arrivent à travailler ensemble et qu'ils se respectent suffisamment pour pas faire autre chose que d'apprendre ensemble. Et il encourage ces questions-là en permanence. En permanence, il intervient ou intervient à la demande. Il intervient sur les feedbacks aussi en permanence sur tous les éléments. Il insiste énormément sur la compréhension des phénomènes et pas seulement sur la procédure. C'est un didacticien professionnel avant l'heure. Et évidemment, après, il fait aussi tout ce qu'on connaît bien, d'expliciter ce qui se passe, d'expliciter ce qu'il y a à faire, de mettre en évidence le point critique, de montrer s'il y a besoin, de faire refaire, etc. Donc, rien de nouveau. Rien de nouveau au sens où on sait tout ça depuis très longtemps en termes de pédagogie ou de psychologie, des apprentissages, mais qui montre la puissance de la présence possible d'un formateur professionnel dans le domaine. Et je vous raconte pas mais l'intérêt des jeunes adultes qui sont donc dans cette formation. Il y a quelque chose d'autre qui était frappant, c'est une autre forme d'intelligence sur laquelle je suis pas compétent parce que je l'ai jamais examiné. C'est vivre en bonne intelligence, qui est à mon avis encore plus désastreux que l'intelligence pour l'espèce humaine, mais vivre en bonne intelligence fait partie des ambitions et des objectifs de ce formateur-là. Alors je ne sais pas trop comment la didactique professionnelle peut s'intéresser et prendre ça en main. La question de la bonne intelligence, de l'éducation et de la formation à la bonne intelligence, c'est une expression, la bonne intelligence. Vivre en bonne intelligence entre humains, c'est vivre sans s'agresser, en se respectant, en étant à peu près bien. Voilà, c'est une expression. J'ai reprise de ce formateur. Et on leur apprend à vivre en bonne intelligence parce que, je vous dis, quand on les voit, ces jeunes-là, des fois, ils vivent pas en très bonne intelligence les uns avec les autres, ni avec l'extérieur. Plutôt beaucoup de violence et d'agressivité. Et là, ils vivent en bonne intelligence, notamment parce qu'il y a aussi des adultes à côté, enfin, etc. Et c'est une question pour la didactique professionnelle de se poser la question, pas tellement des émotions, enfin les émotions aussi, mais ça, je sais pas, mais l'enjeu de la bonne intelligence, qu'est-ce qu'on peut faire de ça pour la formation. Il me semble que dans John Dewey, mais j'ai pas eu le temps de regarder, il y a cet enjeu absolument essentiel. Vous savez que John Dewey, quand il dit l'important dans une formation, l'enjeu de l'éducation, c'est développer les capacités de penser. Et il a une image. Il dit oui, mais nous sommes responsables aussi de qui nous formons. Et il dit à quoi servirait de former et de bien former des gens qui seraient de meilleurs brigands. C'est le terme qu'il utilise. Et il me semble que cette question-là nous intéresse. Et peut-être qu'il y a d'un ensemble d'invariants, de conditions, de mise en place, d'utilisation de la formation professionnelle, des lieux de travail et autres pour former des personnes qui soient un peu moins brigands, au sens de John Dewey, qui vivent un petit peu mieux en intelligence. Et voilà ce que j'avais envie de dire là-dessus. Voilà, merci. Merci à Patrick pour cette conférence riche. Comme toujours, tu nous lances sur des pistes de réflexion, sur beaucoup de pistes de réflexion. Tu nous confrontes à notre travail de formateur, à notre réalité de formateur et d'enseignant. Tu mets le doigt sur nos difficultés, puis tu nous lances aussi sur des pistes, mais extrêmement larges, qui nous permettront peut-être
probablement essayer de dépasser les obstacles qui se posent à nous, mais toujours comme d'habitude, tu nous laisses à chacun la part d'intelligence pour se débrouiller avec ça et en faire quelque chose d'utile et d'intéressant. Sur ce, je lance la période de questions et de commentaires. Si tu m'avais mis 4 heures, j'aurais pu aller plus loin. Juste pour John Dewey, hein, c'est dans son livre Démocratie et éducation, et c'est le chapitre qui s'appelle, je crois, la dimension professionnelle de l'enseignement ou quelque chose comme ça. Enfin, vous verrez, il y a un enseignement professionnel. On pourra la chercher, la référence. Un chapitre très, très, très étonnant. Il faut vraiment le lire de près parce que des fois, le dit oui, quand on le lit vite, on se dit bon, c'est pas intéressant ou c'est vieillot. Mais là, moi, je l'ai lu, je sais pas combien de fois, au moins 15 fois. Voilà. Ben maintenant, la parole est à la salle. On a un micro de chaque côté. Ça nous a fait réfléchir. On a peut-être... Oui? Marie, à l'arrière. En fait, vous avez parlé de l'appauvrissement du travail, de certains métiers. Ma question est pas juste pour vous embêter, mais vraiment pour vous entendre. Est-ce que ça ne veut pas dire que ces métiers-là sont à moyen et à long terme en voie de disparition? Donc, est-ce que cet appauvrissement n'est pas un indicateur que ce ne sont peut-être pas les métiers de demain? Et sans être pessimiste, peut-être que la didactique professionnelle est aussi de se pencher là-dessus et de voir que faisons-nous avec des types de métiers qui vont disparaître. Si jamais c'est ce que vous vouliez dire par appauvrissement de l'activité du travailleur. J'ai pas dit tout ce que je voulais dire. Non. D'abord, ce que j'ai dit, c'est qu'il fallait qu'on regarde quelle était la valeur, en quelque sorte, la valeur du travail et la valeur du travail pour apprendre. Parce que tout à l'heure, je crois que c'est toi en plus qui mettais le apprendre comme un enjeu du futur. Et précisément, peut-être que toutes les situations, ça, c'est même pas utopique. Admettons que ce soit utopique. C'est de faire attention. Enfin, on a une action limitée en tant que formateur, en tant que professionnel de la formation, mais peut-être quand même parfois de dire qu'une formation ne nous intéresse pas. C'est-à-dire, nous ne pouvons pas faire cette formation parce que on a constaté que le métier s'appauvrissant tellement, soit on va former des gens en leur promettant que le métier sera celui pour lequel ils ont été formés, alors qu'il est en train de se dégrader profondément. Et là, il y a quand même une question éthique. Soit, je ne sais plus ce que je voulais dire dans la deuxième réponse, mais je ne sais plus. Enfin, voilà. En tous les cas, on a en effet une responsabilité là-dessus. Sur les évolutions du travail, bien sûr, on peut se dire que il y a des métiers, bon, ils sont appelés à disparaître, mais on pourrait dire la même chose des espèces animales. Bon, après tout, s'ils disparaissent, c'est qu'ils n'ont plus bien leur utilité. Non, mais je ne sais pas, j'ai envie de poser la question comme ça. Et non, il y a quand même, peut-être que je l'ai pas précisé assez parce que peut-être que j'ai voulu faire une conférence originale, au sens original, nouvelle, pour moi dire des choses que j'ai pas dit d'habitude et puis que j'ai pas suffisamment élaboré des choses. Mais cette expérience du métier de carrossier m'a beaucoup troublé. Ça fait longtemps que j'avais pas travaillé dans le secteur de l'automobile et je découvre un métier qui est un métier ancien. On peut dire il est ancien. Qui est toujours en activité, c'est-à-dire il y a pas de déperdition du nombre de carrossiers malgré tout, mais qui fait que finalement, si on regarde bien de près et dans certaines conditions, et quand on regarde des carrossiers expérimentés compétents, on a des gens que c'est pas des cons, c'est-à-dire ils ont construit une intelligence professionnelle, mais au-delà. Donc je me dis qu'effectivement, c'est pas le rêve de grand monde d'être carrossier. C'est peut-être mieux si un jour des robots font le travail de carrosserie. C'est possible. Mais peut-être qu'en tant qu'occasion,
comme bien d'autres métiers, de développer quelque chose et de développer de l'intelligence et peut-être aussi de l'intelligence, comme je le disais, c'est-à-dire être en bonne intelligence, ben, peut-être que ce serait dommage, que ce sera dommage si un certain nombre de métiers disparaissent pour conserver quelque chose, des possibilités de développement, d'apprentissage et de développement, d'éducation qui sont portées par la formation professionnelle et par ces métiers-là. Après, oui, c'est toujours l'argument qui a été donné pour justifier les changements d'organisation du travail, les changements de métier, les disparitions et autres. Ils sont plus bons, mais demain ce sera toujours mieux. On en créera des intelligents. C'est pas du tout ce qu'on voit. Voilà, donc je réponds comme ça. C'est normal. Hein, mais en même temps, là pour être totalement d'accord avec toi, c'est dans l'analyse du travail d'intégrer justement les évolutions des métiers, repérer si effectivement ils disparaissent, s'ils s'appauvrissent, qu'est-ce que ça change sur la formation, s'ils s'enrichissent en quoi, au-delà des traits de surface, au-delà des idées qui circulent dans la société ou dans les médias, qui créent le brouillage. Oui, bien sûr. Oui. Merci. Je vais t'en poser une question. Tu parlais de l'intelligence sociale tout à l'heure. Peut-être que certains métiers vont disparaître dû à un manque d'intelligence sociale. Par le fait, par exemple, que les réparateurs d'appareils électroniques domestiques, par exemple, ont disparu parce qu'on les jette maintenant au lieu de les réparer. Donc, le manque d'intelligence sociale fait en sorte qu'on a des métiers, des professions qui auraient pu survivre, mais que, comme dans le cas, tu parles de l'environnement, c'est la même chose. Il y a certaines espèces qui disparaissent dû à un manque d'intelligence sociale. Absolument. Alors, je suis totalement d'accord avec toi. Là, je vais faire rire Paul Olry, sûrement qu'il va sourire, au moins, parce que j'ai fait, en dehors de mon activité professionnelle, un petit article sur la tournée d'une épicière en milieu rural, qui a donc un camion et qui livre, qui a tout dans son camion, du pain, de la nourriture, des machins. Et c'est un métier qui, effectivement, est un métier qui est un facteur par lui-même de développement social et de lien social, et puis d'intelligence sociale entre les gens qui se rencontrent à ce moment-là. Et c'est vrai que l'hypermarché, voire le livraison par Amazon ou autre système de cette nature-là, et surtout si c'est des drones qui livrent, fait totalement disparaître des possibilités d'échange social, notamment pour les gens qui sont dans un milieu rural où ils rencontrent pas grand monde parce que tout simplement il n'y a pas grand monde à rencontrer. Donc je te réponds avec une autre forme de travail, de travail ancien, qui sont pas un patrimoine au sens où c'est le patrimoine qu'il faut préserver parce qu'il existait il y a longtemps, mais où c'est un patrimoine vivant de quelque chose d'autre qui n'est pas que le travail. Absolument, oui. Bonjour, merci. Je suis Geneviève Aubin. Je suis à l'Institut national de recherche agronomique en France, où je suis responsable de la formation permanente nationale. J'ai été très interpellée parce que vous avez dit sur le fait que quand on conçoit un dispositif de formation, il faut penser à l'après-formation et que les apports de cette formation puissent permettre le développement de l'intelligence dans les conditions de situation de travail de l'après-formation. Et je suis tout à fait d'accord avec ça, mais d'un point de vue pratique, comment on peut faire ça? Alors, je souris parce qu'il y a Lise qui est là et parce qu'il y a Paul ou d'autres, mais on est un certain nombre, peut-être pas très nombreux ici, mais je crois aussi au Québec, d'anciens de ce qu'on appelle l'ingénierie de la formation. Vous savez que dans les années 70, en France, il y a eu toute une effervescence après la célèbre loi sur la formation des adultes, sur la formation professionnelle continue. Et c'est cette idée d'accompagnement de la formation. Il y a tout un ensemble de principes quand même qui sont là. Premièrement, le moment de la formation n'est pas le moment de l'apprentissage. C'est-à-dire que l'apprentissage, il commence des fois un peu avant, il est engagé un peu avant, il se produit pendant la formation, il se poursuit par la prise de poste ou par le fait que ce qu'on a appris en formation, on peut ou pas le mettre en place le lendemain, dans certaines conditions ou pas. Et puis du développement peut se faire. Je remercie Anaïs de m'avoir rappelé un truc que j'avais dit mais que j'avais complètement oublié, qui était que peut-être la différence entre apprentissage et développement, c'est
L'apprentissage, c'est ce qu'on prend, et puis le développement, c'est ce qu'on fait de ce qu'on a pris à un moment donné. Et ça, on oublie le temps du développement. Dans l'histoire des carrossiers, par exemple, c'est assez frappant parce que on veut des carrossiers expérimentés. Donc, on a mesuré simplement le nombre d'heures consacrées, par exemple, à la soudure dans un parcours de bac pro, en fonction des conditions. Quand vous avez un CFA dans lequel vous avez un poste de soudure pour 8, le nombre d'heures consacrées à la soudure, il est microscopique. Puis après, si vous allez en stage chez votre patron là, en apprentissage, et puis qu'il vous confie pas le poste de soudure et que vous ne faites faire aucune soudure parce que vous n'êtes pas assez expérimenté, vous avez déjà donc là, on est déjà obligé de prendre l'empan dans une situation d'apprentissage de cette nature-là. Et parmi les préconisations qu'ont entendu, en tous les cas, un certain nombre de professionnels de la carrosserie, c'est attendez, certains d'entre vous ont tendance à spécialiser le travail dans les ateliers de carrosserie, mais le plus vous spécialisez, le plus vous cassez les compétences, et le plus, d'autre part, vous empêchez l'expérience de s'entretenir, de se maintenir et de se développer. Donc, c'est tout bête là aussi, hein, comme élément, mais vous avez tout un ensemble de choses comme ça. Donc, dans les grands principes, mais là aussi, j'ai pas le temps, c'est le temps de la formation, c'est pas le temps de l'apprentissage, le temps de l'apprentissage, c'est pas le temps du développement. Il n'empêche que notre compétence à nous, de professionnels de formation, c'est de savoir ça. Parce que dans certains milieux, alors, et notamment quand ils ont besoin, là, le truc de carrossier, c'est béni de ce point de vue-là, ils sont prêts à vous écouter, parce qu'ils disent, oui, c'est vrai que si on leur laisse pas le temps, si on n'organise pas les choses pour qu'il y ait ceci, cela, il fallait y penser avant, mais il vaut mieux y penser après s'ils n'y avaient pas pensé avant. Enfin, voilà. Il y a beaucoup de choses à dire là-dessus. Maintenant, c'est pas possible dans un grand nombre de cas, hein, parce qu'on agit, comme je disais tout à l'heure, on a une influence faible sur le monde. Oui. C'est moi qui ai le micro, apparemment. Ah bon? Pardon, je vais faire un petit peu d'animation, donc allez-y. Merci de la conférence. Juste un retour sur une expression là, qui a été employée, une espèce de critique qui est adressée à la didactique professionnelle qui serait qu'elle serait très contextualisée aux situations de travail, qu'elle serait un peu adaptative, etc. Et que donc, si je comprends bien derrière ça, elle serait plus à même de former des gens à s'adapter à des situations qu'à développer de l'intelligence, pour le dire avec le terme. Voilà. Donc moi, la question que je veux poser, c'est comment on peut effectivement passer d'un repère lié aux situations de travail à un vrai développement de l'intelligence au travail, premièrement. Et ensuite, une deuxième question, c'est n'y aurait-il pas intérêt à revenir sur cette question de la définition de ce qu'est une situation de travail, comme ça a été dit précisément, c'est-à-dire que la situation de travail, c'est pas un donné, c'est quelque chose que l'on crée dans l'action. Voilà. Excuse-moi, à la fin, c'est pas quelque chose qui est donné, c'est pas, voilà, à mon avis, c'est quelque chose que l'acteur crée en agissant. En partie, c'est une rencontre, enfin voilà, c'est une vieille discussion, hein, mais voilà. Et je pense que si on prend la situation comme ça, à ce moment-là, ça écarte en partie la critique du fait que ce serait simplement des formations adaptatives, il me semble. Merci. Alors, oui, c'est une vieille question. Alors, comment répondre à cette question-là en étant rapide. Je vais refaire comme j'ai déjà fait celle-là. Les situations de travail, qu'elles soient données ou créées, etc. Moi, chacun on a des positions sur le monde tel qu'il existe. Moi, je crois que nous avons une capacité beaucoup plus limitée que certaines théories le disent pour créer notre situation. C'est-à-dire, plutôt le sentiment, mais aussi lié à une expérience, que quand même on a une maîtrise très limitée de la vie qu'on mène et des conditions dans lesquelles on se trouve. Donc ça c'est un premier point, et je suis pas sûr que ce soit en prenant l'angle du fait que l'individu crée sa situation plutôt qu'elle ne lui est donnée, nous permette de répondre à la question. Ça, j'y crois pas vraiment.
En revanche, ce que je crois vraiment, c'est que on a besoin de beaucoup d'aide et beaucoup d'accompagnement, beaucoup de formation, beaucoup de mobilisation de quelque chose qui nous est souvent extérieur pour arriver à percevoir dans les situations des choses qu'on ne percevait pas jusque-là. J'aime beaucoup l'idée de John Dewey, à nouveau, quand Dewey dit à un moment donné la situation s'élargit parce qu'il y a du contexte qui entre dans l'environnement. Qui entre du contexte qui entre dans notre environnement. Et c'est-à-dire que la situation n'est plus la même parce que on a découvert des relations qu'on n'a pas découvert jusque-là. On découvre un contexte agissant dont on n'avait même pas idée. On apprend à mettre en relation un élément économique avec un élément technique qu'on n'avait pas perçu et qui nous permet de comprendre autrement les phénomènes ou ce qui nous arrive, etc. C'est-à-dire ça amènerait une définition de la formation et du développement, qui serait cet enrichissement de notre connaissance et notre compréhension de la situation et des moyens d'agir dessus pour peut-être être un petit peu moins la victime du donné, quoi, et de ce qui nous est donné par la tâche, par les conditions organisationnelles du travail et autres. Et voilà, il me semble que, pour répondre proprement à ta question, c'est revenir à tout ce que j'ai dit au début en disant on a intérêt à avoir des analyses du travail qui ne se limitent surtout pas à la tâche, qui ne se limitent pas à l'action avec la tâche, mais qui se préoccupent aussi de ce qui parfois ne préoccupe pas du tout du travailleur. Moi, j'ai appris ça, je sais pas, un ergonome. J'ai cru comprendre que les ergonomes, ils sont hélas confrontés au fait que les gens voient pas les risques qu'ils prennent. Ils ne les perçoivent pas, ils s'en rendent pas compte, ils les connaissent pas, c'est pas présent dans leur situation, on dirait. Et il me semble que c'est précisément toute l'ambition et l'intérêt de la formation que d'essayer d'élargir et de développer l'appropriation des situations dans un sens parfois extrêmement large, et qui peut, pour favoriser une intelligibilité, une intelligence plus grande, et peut-être des moyens d'agir un petit peu plus grands pour aller vite. Voilà. Oui, Céline Chatigny, Université du Québec à Montréal. Merci beaucoup, Patrick, je suis ici. Merci beaucoup pour ta présentation. À chaque fois que je t'entends présenter, j'apprends toujours des choses nouvelles. Une question qui m'a interpellée, vers la fin, tu parles de l'intelligence sociale et je suis intriguée par ta question parce que tu dis, mais comment appréhender cette intelligence sociale à partir de la didactique professionnelle? Je trouve que l'exemple que tu as apporté montre bien comment le formateur, ou en tout cas le fait qu'il prenne en compte cette intelligence-là, il interpelle déjà le chercheur que tu es ou d'autres à prendre en considération ces aspects-là et pas seulement passer par une tâche, une opération ou un geste à apprendre. Alors, je sais pas, j'ai envie de t'interpeller là-dessus parce que je me dis, est-ce que c'est pas déjà un peu pris en compte? Je pense par exemple aussi aux enseignants. Moi, je contribue à la formation des enseignants de la formation professionnelle et technique. Et à un moment donné, un des étudiants qui est en transport routier, devant le constat de ce qui est présent ou pas dans les différents programmes d'études pour la formation au métier, constate que eux, ils ont aucune compétence qu'ils appellent module ou compétence à la communication. Alors que dans leur travail, du matin jusqu'au soir, ils entrent en interaction avec beaucoup d'interlocuteurs sur leur chemin. Et donc, ils sont devant le constat que leur travail, que l'intelligence sociale, ou en tout cas à des différents aspects relationnels dans leur travail, sont pas pris en considération. Et donc, dans le travail de valorisation de ces métiers-là, dans l'enrichissement des référentiels de compétences, mais aussi dans le travail avec les formateurs, il y a quelque chose qui est peut-être pas pris en considération ou qui l'est en fait, mais qui est pas reflété par les référentiels.
Et je pense qu'en didactique professionnelle, vous vous y intéressez tout de même pas mal au référentiel. Alors, je sais pas, j'ai peut-être pas une bonne compréhension des choses, mais j'aimerais bien t'entendre là-dessus. Oui, non, tu as raison. Enfin, comment dire, ça renvoie à ce qui était compliqué pour préparer la conférence, mais si je le dis, c'est pas pour me plaindre, c'est pour éclairer éventuellement. Il me semble que même si, et je pourrais le dire, je peux en parler moi-même, puisque j'avais commencé par un métier, notamment les réceptionnaires d'ateliers automobiles, qui sont au cœur de questions relationnelles. Et rationnelles difficiles ou faciles, quand j'avais fait la thèse, et quand je travaillais là-dessus auparavant. Ce que j'ai voulu dire, mais c'est pour ça, parce que c'est plus réadresser une conférence comme ça. Je suis pas sûr qu'on l'ait complètement mis à l'ordre du jour comme objet de travail didactique professionnel et qui mériterait d'être mis à l'ordre du jour à nouveau ou encore mieux. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Maintenant, tout ce que tu as dit, je peux pas aller contre parce que je suis bien d'accord avec toi qu'il y a on identifie dans l'analyse du travail, notamment touchant à cette part du travail qui consiste à être avec d'autres, la difficulté que ça cause aux professionnels dans beaucoup de cas. Donc d'emblée, en tant que difficulté que ça cause, et souvent de difficultés liées au fait qu'ils ne savent pas comment s'y prendre, ou qu'ils s'y prennent suffisamment mal pour que ça leur pose des problèmes, on identifie aussitôt que c'est une question de formation ou que ça peut être une question à traiter par la formation qui mérite d'être analysée. Donc là, je te suis pleinement. Peut-être que mon idée, c'était plutôt de lier aussi à, bon, ça se discute ou ça se discute pas, ça je suis pas tout à fait certain, mais à une sensibilité plus grande à l'état des relations sociales, c'est-à-dire des relations entre les gens. Et des relations entre les gens dans le travail, mais en dehors du travail aussi, et qui était le vivre en bonne intelligence. Et pas seulement la question des compétences sociales qu'on pouvait avoir dans le travail, mais qui évidemment est éminemment liée quand on sait aujourd'hui le nombre de gens qui, dans les situations d'accueil, des situations de réception de public, etc., sont soumis à des difficultés, de justement du fait que les gens vivent pas suffisamment en bonne intelligence parce que ça se passe correctement. Donc, ce qui ramène à des questions de compétences. Et là, il me semble qu'il y a un enjeu qui dépasse un petit peu l'état ordinaire que j'ai pu connaître au moment où j'ai beaucoup travaillé sur les relations de service, en termes d'opposition, de tension client professionnel, bénéficiaire, usager, tout ça. Bon, il me semble qu'il y a un autre enjeu peut-être qui se dessine, qui mériterait d'être regardé. Voilà, c'est ça, mais je l'ai pas suffisamment bien dit. Mais merci en tous les cas pour là. On a remarqué une personne qui voulait parler depuis tout à l'heure. Merci. Je trouve très intéressant l'exemple que vous prenez du métier de carrossier, en ce sens qu'il permet de mettre en lumière, en fait, vous avez appelé la place du corps dans l'activité. Et je trouve que c'est un point vraiment très important. Donc, vous en parlez dans le cadre du métier de carrossier, mais finalement, c'est une dimension qui me semble vraiment importante dans l'analyse de toute activité. Et je voudrais savoir, notamment dans le cas que vous prenez en exemple, le fait de prendre en considération la sollicitation des différents sens, de tout ce qui est coordination des différentes parties du corps. Comment est-ce que ces observations sont utilisées, peut-être par les formateurs, pour permettre, permettre en fait de développer, d'améliorer la qualité de la formation qui est proposée? Alors, cette recherche s'est finie au mois de mai dernier et l'organisme pour qui j'ai travaillé est en train de prendre ces choses-là en main. Donc, je peux pas vous dire, je peux pas répondre directement à la question de comment ça va se faire. Simplement, ce qui paraît intéressant toujours, c'est à quoi on sert des fois dans les sciences sociales. Le fait de mettre ça en évidence. Je dirais, tout formateur dans le domaine de l'automobile et de la carrosserie va vous dire, bah oui, le corps quand même,
c'est important. Ils vont connaître l'intérêt de se positionner de telle manière, de faire le geste comme il faut et tout. Hein. Mais en même temps, c'est comme si le formuler et réinsister sur la présence d'essence, déjà de leur apprendre, parce que moi je sais qu'on a travaillé avec des formateurs, parce que c'était une recherche vraiment avec beaucoup de gens qui contribuaient, hein. Le simple fait de citer la proprioception, l'interoception, etc., des sens qui sont mobilisés hein, pour ce travail de carrosserie, et puis de leur expliquer ce que c'était, et dire, mais c'est vraiment intéressant de savoir ça, pourquoi on ne l'a jamais appris. Déjà le fait de savoir que ça c'était présent, c'est quelque chose qui va leur être utile. C'est-à-dire le peu qu'on en dit là, je sais que certains en ont tiré des conséquences. C'est-à-dire que c'est vraiment un apprentissage et de développement, c'est eux, hein. Parce que moi je sais pas ce que j'en ferai, mais je sais ce qu'eux vont en faire. Enfin, je sais qu'eux ils vont faire quelque chose. Et je crois qu'il y a une revalorisation de ça aussi dans l'ensemble de la formation, parce que c'est quand même assez peu pris en compte dans pas mal de métiers. Je me rappelle un travail qu'on avait fait pour le livre Apprendre à travailler avec le vivant, là, sur des personnes qui font de l'entretien paysager. Et on avait trouvé un chef d'équipe qui était très intéressant, parce qu'il disait, là, on est au printemps, la première semaine, quand on commence à ressortir, c'est une semaine de réentraînement. Il faut faire très attention. Ça veut dire à la fois il faut qu'ils s'y mettent au travail, mais il faut qu'ils se redélient, il faut qu'ils se remusclent, il faut qu'ils se réapproprient les gestes quand ils grimpent sur les échelles, quand ils montent au-dessus des haies pour les tailler, etc. Et il y a tout un travail de remise en opérativité du corps qui était pris avec beaucoup de soin et qu'on entend rarement de la part du chef d'équipe. Et certains ils disent je suis obligé de les brider. Parce qu'ils sont pas sortis, ça fait longtemps qu'ils sont pas, ils voudraient tout faire dans la première journée. Donc, si je vais éviter les accidents, c'est vraiment l'entraîneur de foot, hein, l'entraîneur de sport, hein. C'est-à-dire, s'ils vont trop vite, ça va pas aller. Il faut une réappropriation du corps opératif, comme on dit. Alors, j'avais écrit un petit article là-dessus sur le corps, dans un livre dirigé par Marc Durand, et puis je sais plus qui, aussi, où il y avait toutes ces dimensions du corps en didactique professionnelle, quoi. Et aussi de la conceptualisation qui est dans le corps et qui permet de se tirer à peu près correctement d'affaire dans les situations de travail. Mais il y a une redécouverte, hein, parce qu'à la fois on n'a rien à apprendre aux formateurs sur le bon geste, le bon positionnement, je sais pas, c'est toujours plus compétent que moi, mais en revanche d'être attentif à ça, d'être attentif au fait que ça peut s'éduquer, que ça va pas s'apprendre tout seul, qu'on a besoin des fois de montrer, qu'à d'autres moments on a besoin d'aider en guidant le geste, qu'on a besoin d'échanger, que les élèves ou les apprenants échangent entre eux pour se corriger, se positionner les uns les autres, d'être attentif aux perceptions, parce que ça va accélérer le temps d'apprentissage. Parce que si je suis tout seul avec mes sensations et mes perceptions, c'est pas du tout pareil que si quelqu'un me guide, m'explicite, me nomme, etc., pour prendre conscience et connaître et nommer et identifier ses sensations et en faire quelque chose par la suite. Voilà, il y a tout un ensemble de choses là. Ouais. On va reprendre 2 autres questions, Serge, Laurent, et si on a le temps pour une 3e question, Madame à l'arrière. Bonjour, Serge Dacosta, je suis enseignant à Access et aussi étudiant avec Otila. Alors, merci pour la conférence. Moi, j'ai juste un commentaire. En fait, j'ai bien apprécié ce que vous avez dit concernant le fait que notre impact est assez limité. Parce que ce que je vois, enfin, de mon expérience et des gens autour de moi, c'est qu'il y a un conflit entre ce qu'on voudrait développer, donc l'intelligence au sein du travail, et puis la réalité du travail. Parce que les employeurs, eux, en vérité, ils ont tout intérêt souvent, dépendamment évidemment du type d'emploi, à séparer les tâches. Parce que eux, lorsqu'ils séparent les tâches, ils rendent finalement l'employé beaucoup plus performant. Lui, il va se concentrer sur une tâche très précise. Il va devenir très bon à ça. Il va pouvoir être aussi comparé aux autres. Ce qui fait que cet employé-là devient limité dans ses tâches. Il ne développe pas son intelligence. Et après ça, l'employeur, lui, fait un profit. Donc, lui, il est bien content. Donc, s'il peut, il va essayer de limiter ça. Il va aussi mettre l'employé dans une situation de faiblesse, puisque lui, il va être limité en ses connaissances, dans ses capacités, et il va être en situation d'infériorité pour pouvoir justement se développer au sein de l'entreprise. Il va être remplaçable beaucoup plus facilement que s'il avait une connaissance plus large de son métier. Donc là, il y a vraiment un conflit, selon moi, qui est un conflit où je ne pense pas qu'on puisse faire grand-chose, mais d'un côté,
On veut effectivement offrir des formations qui soient plus complètes, où les gens vont effectivement avoir des connaissances, des capacités beaucoup plus larges. Mais la réalité du travail, c'est que c'est pas forcément ce que l'employeur désire. Parfois, oui, on dit beaucoup les savoir-être, savoir-vivre, etc. Mais souvent, l'employeur, lui, ce qu'il veut, c'est quelqu'un qui fasse son travail aussi vite que possible pour justement augmenter sa profitabilité. Donc, c'est un conflit intéressant, ce qui viendrait peut-être expliquer aussi pourquoi les formations sont de durée plus courte et que finalement, ce que les employeurs veulent, écoutez, envoyez-nous du monde, là, nous, on a besoin de monde qui puisse faire le travail. Le fait qu'ils ne sachent pas faire ça aussi, là, c'est certaines tâches ou qu'ils ne soient pas compétents dans toute la gamme d'activités du domaine, c'est pas forcément une priorité pour eux. Donc, c'est un commentaire plutôt qu'une question, mais je pense que vous pouvez répondre. Bon, on peut qu'être d'accord avec vous. Après, dans certains domaines, comme celui que j'évoquais, dans les entreprises de carrosserie, en France, en tous les cas, après, il y a des toutes petites entreprises, ils ont besoin de polycompétents et non pas de polyvalents. Donc, il y a toujours des tensions et parfois on a la chance d'être dans un secteur à un moment donné de l'histoire, parce que ça peut changer 10 ans plus tard, où il y a des choses possibles et intéressantes à faire dans le bon sens, entre guillemets. Dans d'autres cas, c'est vrai que tout ce que vous dites est absolument juste. Oui. Ça a des conséquences à la fois sur les compétences des entreprises, sur leur capacité même à faire face à certaines exigences. Parfois, parce que c'est un tout autre chantier, mais sur la question on l'a vu un peu dans les AFEST et dans la réforme de la formation professionnelle. La question des compétences, c'est jamais une question première pour les entreprises. La question, c'est de gens qui soient performants. Et se poser la question des compétences et des conditions d'apprentissage, c'est un truc, c'est pas dans le champ de préoccupation d'un employeur, sauf d'un seul coup quand son meilleur ouvrier s'en va. Je parle de petites entreprises là, ou quand on risque de manquer de compétences. Alors là, comment on va faire? Mais sinon, c'est pas du tout dans le champ de préoccupation. C'est un domaine totalement méconnu. C'est ça, donc le développement personnel de l'employé, sa carrière à long terme. Pour certains domaines, oui, mais dans beaucoup d'entreprises, c'est pas leur préoccupation principale. C'est quelqu'un qui fasse une tâche. Pas du tout. Je comprends bien. Donc, l'intelligence au travail, le développement et l'intelligence développée, c'est la priorité peut-être pour l'employé, mais pas pour l'employeur. Pas nécessairement pour l'employé non plus, d'ailleurs. Oui, des fois, non plus pour l'employé. Parce que s'il n'investit pas dans son travail ni dans sa vie professionnelle, il peut très bien se former et devenir très compétent pour ce qui l'intéresse en dehors du travail. Voilà. Patrick, Laurent Fietta, Université de Genève. Merci beaucoup pour ta présentation. Moi, je voulais peut-être revenir sur la première question qui t'était posée, celle en lien avec la problématique de l'appauvrissement du travail. C'était une de tes remarques que tu as évoquées pendant ta présentation. Est-ce qu'il n'y a pas pour toi aussi un risque, quand on parle d'appauvrissement du travail, d'entrer de manière un peu rapide ou naturelle dans une forme d'axiologisation des métiers, où finalement on hiérarchiserait les métiers? Il y a des métiers qui s'appauvrissent, il y a des métiers qui s'enrichissent, il y a des métiers dans lesquels on parle de déclin ou au contraire de croissance. C'était aussi en lien avec la présentation de Marie-Alexandre ce matin. Comment est-ce qu'on concilie ces observations de hiérarchisation ou de transformation, d'appauvrissement d'un côté, d'enrichissement de l'autre, avec ce principe de Jacques Otto d'une forme d'égalité de l'intelligence et du développement? Est-ce que une posture aussi épistémologique en didactique professionnelle, c'est pas de postuler aussi une forme d'intelligence au travail, même dans des métiers dans lesquels il y a des appauvrissements des tâches qu'on observe? Et finalement, est-ce que ça ne met pas aussi en tension les chercheurs et les praticiens en didactique professionnelle que de constater peut-être des appauvrissements de certaines tâches professionnelles et d'être aussi confrontés dans leur méthode et dans leur approche du travail à finalement reconnaître les logiques d'intelligence par-dessus tout finalement? Voilà, ça m'intéressait juste peut-être de t'entendre sur les liens que tu peux faire entre l'appauvrissement du travail et la thématique de l'intelligence, parce que pour moi, il y a un risque de commencer à hiérarchiser les métiers avec des métiers qui pourraient être plus ou moins intelligents et plus ou moins en déclin ou en décroissance. Oui, enfin, faut pas comment dire, tout ce que j'ai dit montre déjà qu'on a intérêt à faire le point sur ces choses-là et pas être victime d'abord des discours.
C'est-à-dire, il y a quand même beaucoup de discours qui hiérarchisent en permanence. Donc, à un moment donné, faisons le point et regardons ce qu'il en est effectivement. Quand je raconte l'histoire des carrossiers, c'était un coup de chance de faire cette recherche. Donc, j'étais étonné de la richesse potentielle, hein, de ce métier. Après, les emplois, ils correspondent pas tous au métier, hein. Les emplois dans la carrosserie, il y en a qui sont extrêmement spécialisés, hein, justement. Après, tu dis, est-ce qu'il n'y a pas quand même un risque avec le principe d'intelligence? Moi, je me rappelle un beau texte de Winnicott. Et Winnicott, qui est un psychanalyste anglais, est un des inspirateurs de Pierre Pastré, de moi-même, pas tout à fait de la même façon. Et Winnicott, il raconte une chose. Il a 2 articles dans lesquels il parle des ouvriers anglais dans les années 50, 60. Et Winnicott, il dit... alors, Winnicott, c'est pour ceux qui connaissent pas, il a énormément travaillé sur la création, hein. Et la création comme pas au sens où on en parle aujourd'hui dans le management, hein, mais sur la création en tant que facteur de vie, hein, des bébés, des tout petits et des humains. Et Winnicott, il dit, qu'est-ce qui se passe pour quelqu'un qui est un ouvrier dans l'industrie anglaise en 1950? Quelle part d'imagination et de création a-t-il? Et Winnicott, c'était un pédiatre, hein, et il avait toutes les populations. Donc il connaissait l'endroit où il habitait, et le travail des parents, etc. Et Winnicott dit, peut-être que la seule chose qui peut être créative dans ce travail, et alors là, il est très très modeste, hein, il dit, c'est de penser au match de football du week-end, de penser à ce que je vais faire le soir en rentrant chez moi, de m'imaginer un bon moment passé à tel ou tel moment, et que c'est la seule façon de conserver quelque chose de vivant en soi pour la fin de la journée, en sachant que dans la situation économique de ce moment-là, la seule solution, c'est quand même de travailler à l'usine, parce que je ne peux pas faire autrement. Voilà à peu près ce que dit Winnicott. Alors sur la question de l'intelligence, je dirais presque pareil. C'est-à-dire que faut quand même pas rigoler, quoi. Il y a des endroits où le travail ne sollicite quasiment pas, mais inhibe, réduit, enferme la possibilité d'intelligence. Donc la question, elle se décale aussitôt en formation des adultes si on voulait être resté dans notre champ. C'est-à-dire comment on trouve des lieux, des moyens, des conditions dans lesquelles autre chose se développera qui ne se développe pas au travail. Voilà, je sais pas si c'est tout à fait ta question, parce que tu en as posé au moins 5 ou 6 questions. Mais j'avais au moins envie de répondre à ce bout-là. Maintenant, tu peux me reposer la dernière. Il y a quelque chose comme... Ce qui m'a gêné ces dernières années dans la littérature, des fois en éducation, ou autour du travail et tout, c'était quand même de toujours glorifier le travail. Il y a toujours de l'intelligence, il y a toujours quelque chose de bon, il y a toujours ceci, il y a toujours cela. Et puis l'homme créant son environnement, il va créer un environnement bon. Non, des fois c'est tellement... Alors, vous avez tous l'expérience d'avoir vécu des moments tellement lamentables dans la vie qu'on n'a qu'une envie, c'est d'être ailleurs, quoi. Et puis on n'arrive pas à créer autre chose avec la situation dans laquelle on se trouve. Donc à un moment donné, il me semble que le rôle de la didactique professionnelle, comme de l'analyse des situations professionnelles, c'est aussi de faire le constat qu'à un moment donné, c'est très appauvri. Et je ne crois pas qu'on rétablit une hiérarchie. C'est parce que de toute façon, la hiérarchie, elle est imposée par la société par ailleurs, et qu'à un moment donné, tout simplement de dire, peut-être il y a un boulot d'ingénieur là, il est complètement nul. Et enfin, on en a eu en VAE à Dijon, VAE d'ingénieurs, où on a eu des gens, et là maintenant ça ne me gêne plus du tout de citer l'entreprise, hein, mais vous aviez un ingénieur très bien payé, 20 ans d'expérience, chef de son service chez Monsanto. Alors bon, je dirais rien de plus sur Monsanto, parce que là, c'est pas le sujet. Mais on ne lui a pas attribué du tout la VAE, le jury à l'unanimité, parce que tous ces ordres venaient des États-Unis en permanence. Il était incapable d'expliquer le pourquoi du comment il devait faire telle chose, d'où venaient les circuits de décision. Il n'avait pas d'intelligence, d'ingéniosité pour un ingénieur de son environnement, et il n'était qu'un applicateur
de ce qui était décidé 5000 kilomètres plus loin, 6000. Là, c'est une hiérarchisation de cet ingénieur-là, donc non. Donc, pour moi, il n'y en a pas. Effectivement, on risque toujours de dire, il y a des emplois pauvres, des emplois riches, mais il ne faut pas non plus se raconter l'histoire, quoi. Il y en a qui sont pauvres, puis il y en a qui sont riches. Et pas que les emplois, d'ailleurs. C'est avec grand regret qu'on va interrompre ici la période de questions. Merci pour les questions. Merci, Patrick. Puis on vous invite à continuer la discussion sur ce thème, sur